prof nous a parlé d'un projet autour de la mémoire de la Shoah organisé par la région de Normandie. On s'est mis à travailler, on a imaginé quelque chose et notre projet a été retenu. Occupée par les troupes allemandes en 1940, la cité de la Muette va d'abord servir comme camp d'internement pour les prisonniers de guerre civile étrangers. Aujourd'hui, on part en voyage d'études sur la trace de la Shoah à Berlin. On apprend en fait la Shoah à travers le parcours scolaire durant la 3e, donc au collège. Mais on ne nous sensibilise pas forcément à ces victimes. Au début, on était un peu perplexe parce qu'on ne savait pas réellement ce qu'on allait faire. Et quand on s'est plongé réellement dans le projet, qu'on a commencé à rentrer dans le concret, tout le monde a été tout de suite très investi. On a trouvé ça très intéressant. On a trouvé des méthodes de travail qu'on ne connaissait pas. On a appris des choses qu'on ne connaissait pas non plus. Donc ça a été vraiment un travail de découverte qui nous a énormément intéressés tous. Maintenant, on va vers la topographie de la terreur. C'est le pire qu'on a pu connaître, le pire qu'on pourra connaître à l'avenir. C'est l'expression de la lie même de l'humanité. C'est terrifiant, mais à la fois il faut s'y confronter pour ne pas oublier, ne pas reproduire, transmettre. Jules, Baptiste, Clémentine. Institut Lemonnier, lycée agricole. on est des élèves de première. Option laboratoire contrôle qualité. Notre projet, il a commencé à partir de la base du convoi 77. Donc à partir de ce convoi, on a travaillé sur une déportée, Zali Glowinski, qui fait partie de ce convoi, donc le convoi 77. Après, on est allé au mémorial voir le témoignage d'une ancienne déportée qui s'appelle Ginette Kolinka. Donc elle nous a expliqué comment ça s'était passé pour elle. Et donc on a pu avoir des similitudes avec le cas de Zali Glowinski. Ensuite, on a été aux archives de camp, donc des conflits contemporains. On a pu créer 3 groupes. Le groupe 1 s'occupait de son enfance jusqu'à son adolescence à peu près. Le groupe 2 s'occupait de surtout la période où elle était résistante à Alençon. Et elle s'est fait arrêter et torturer et puis capturée par la Gestapo. Et le groupe 3 travaillait sur sa vie à Auschwitz, ce qui s'est passé là-bas et sur son quotidien dans le camp de concentration. On voit qu'on est à la fin du projet, que ça commence vraiment à être abouti. Et avec ce voyage, on va pouvoir plus approfondir notre travail, quoi. Et alors, on va maintenant voir des endroits qui sont d'importance pour la vie juive d'autrefois et d'aujourd'hui. Suivez-moi. C'est spécial, mais c'est stylé. Derrière moi, vous avez le portrait de Otto Weid. Il était tapissier comme son père, mais il est devenu de plus en plus aveugle. Il ne pouvait plus faire ce travail et alors il a changé. Il a commencé de faire la production de balais et de brosses. Pourquoi est-ce que Otto Weid a pu aider les Juifs? Pourquoi? Parce qu'il a dit « j'emploie des Juifs chez moi pour la production des brosses et des balais pour la Wehrmacht ». Comme ça, il a pu légitimer que les Juifs n'ont pas été déportés au premier moment, déjà, parce que des Juifs handicapés, vous savez ce que ça veut dire. Je m'appelle Justine. Moi, je m'appelle Shaina. Nous sommes du CFA d'IFTO. Et on est actuellement en train de passer notre bac pro conduite et gestion d'entreprise EPIC. Vous avez encore des briques rouges ici. Cette année, on a pour projet de faire une capsule temporelle qu'on va faire avec toute la classe sur le voyage à Berlin, avec nos ressentis, ce qu'on a pu apprendre de ce voyage,
tout ça. Et on a aussi préparé toute l'actualité qui s'est passée en 2022. Après ça, on va enserrer la capsule et on la déterrera dans 10 ans. On se réunira tous et on pourra la déterrer tous ensemble. Les gens qui ont vécu ces choses-là, il y en a certains qui sont encore là à l'heure d'aujourd'hui, comme Ginette, ils sont très contents parce qu'ils se disent en fait, on nous écoute, on nous comprend, les gens sont là, ils comptent sur nous pour qu'il ne se repasse pas ça en fait, pour qu'il n'y ait plus ces choses-là et c'est important. Abraham et Joseph, alors, et lui était le père de Félix Mendelssohn Bartholdy, le compositeur fameux, oui, qu'on connaît tous. Oui. Est-ce que vous connaissez un son de Mendelssohn? Qui est déjà allé à un mariage dans une église? Oui. Ah, ou dans un film? Tout le monde. Il y a quoi la musique que vous entendez quand la mariée elle arrive, machin? Même pas chaud. Et cette musique-là, pendant le régime nazi, a été interdite pour les mariages, tout simplement parce que le compositeur était juif. Voilà. Merci. On va maintenant au mémorial juif, on va les visiter. D'ailleurs, juste une information, vous voyez les deux pavés qui sont par terre là, la ligne, c'est la ligne du mur de Berlin. C'est pour les touristes, pour dire, chers touristes, tu ne sais pas où passer le mur, on va te le montrer. Et voilà, on a mis une ligne qui est formée par deux pavés. Mémorial pour les juifs assassinés d'Europe. Il était placé dans une zone, c'était la zone de la mort. Et la zone de la mort était entre deux murs. Alors il y a 32 ans, la zone était complètement vide, il n'y avait rien. Il y a des blocs qui ont 4,80 mètres, il y a des blocs qui ont quelques centimètres. Pour Eisenman, c'est une présentation, disons comme ça, artistique. Pour lui, ça serait un champ de blé dans le vent. Pour quelqu'un qui a perdu toute sa famille, ça va être une autre chose. Bonjour, je m'appelle Mathias. Je fais partie du lycée Port de Normandie à Verneuil-sur-Avre en Normandie et je suis un élève de la classe de spécialité géopolitique, sciences politiques. On a fait tout un travail d'historien pour analyser des récits, des commentaires de rescapés. Avec ces mémoires qu'on a récoltées, regroupées et analysées, à notre tour devenir des passeurs de mémoire et pouvoir transmettre ce qu'on a appris à d'autres générations futures. On a travaillé donc avec le récit de Lotz Diakon. On a travaillé sur son histoire, ce qu'elle a pu raconter dans la seule interview qu'on a pu analyser d'elle. Et on a aussi analysé le récit grâce au livre de Luigi Baldan, qui nous a été transmis par son fils Sandro Baldan. Et dans ce livre, on a pu découvrir toute son histoire, ce qu'il a vécu en tant que soldat italien pendant la Seconde Guerre mondiale, donc quand il était soldat, et après quand l'Italie a capitulé et que les soldats sont devenus eux aussi des prisonniers des camps. Alors avec notre professeur Monsieur Le Petit, on avait pour projet, et c'est toujours d'actualité, de faire un documentaire sur internet. Donc c'est un documentaire interactif. Et je pense qu'on a tous été très touchés par l'histoire de Luigi Baldan et de Lotz Diakon. Ces deux histoires qui sont quand même très lourdes et niveau émotionnel. Et non, je pense que tout le monde a été très content de faire une expérience comme celle-ci. Et on a eu beaucoup de chance. C'était important qu'on soit aujourd'hui ici et devant la porte de Brandebourg. Et il est important aussi pour vous, encore et toujours, de savoir, d'être informé de ce qui se passe, d'être au courant de ce qui s'est passé dans le passé. Sachez qu'une dictature utilise toujours l'ignorance. Et les dictatures se répètent dans cette façon de faire. Tous les dictateurs vantent la grandeur, l'ordre, prétendent apporter de la protection. En fait, ils veulent leur dictature, ils veulent l'épuration, la force, et ils utilisent la manipulation des âmes. Et vous, si vous savez, on ne pourra pas vous manipuler. Elias. Islem. Nous du lycée Blaise Pascal à Rouen. Nous avons comme spécialité la géopolitique. Notre projet, c'était de présenter à partir d'une image une famille à la suite de recherches. C'était la famille des Zilbersporn et ainsi pouvoir aboutir à leur destin et pouvoir retracer leur vie, leur histoire à travers la Seconde Guerre mondiale. Et donc le projet visait à vraiment personnifier et à donner une singularité à la famille, à dire que c'est pas seulement une masse de victimes, mais une somme de gens qui avaient chacun un nom, une histoire, une famille. C'était vraiment en fait dans un but de leur redonner vie
de montrer en fait qu'ils avaient une importance et que leur vie mérite d'être racontée et mérite d'être reconnue aujourd'hui. Nous envisageons de rendre le projet sous forme de livre interactif avec des audios, des bouts de témoignages, des bouts des travaux que nous avions restitués. Je m'appelle Louane. Moi c'est Marie-Lou. Et moi Margot. Et nous sommes élèves en terminale au lycée Guillaume Le Conquérant à Falaise. Nous sommes en spécialité HLP, donc littérature et philosophie. Et à GGSP, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Alors notre projet s'appelle Passeurs de mémoire et on a pour but de restituer notre voyage via la radio de notre lycée. Vous qui viviez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Nous avons juste une question à vous poser pour la radio du collège Guillaume Le Conquérant. Avez-vous lu ou écouté d'autres témoignages de déportés ? Pas beaucoup, je reconnais que j'en ai pas entendu beaucoup, hein. Mais que chacun a une histoire différente et toujours très intéressante. Et c'est vrai qu'on peut dire, c'est pas possible quelquefois quand on entend les gens raconter, mais il faut les croire. On a eu toute une phase de préparation avant, pendant les cours, où on a étudié des histoires, des œuvres avec des textes, des peintures, tout ça, pour nous préparer en fait à ce qu'on est en train actuellement de voir à Berlin. C'est vraiment un voyage enrichissant. On peut, grâce à ça, se faire déjà un avis sur la Shoah et puis permettre peut-être aussi à travers ça de pouvoir empêcher que ça se reproduise. Je pensais que ça allait être un sujet totalement ennuyant, voilà, qui n'allait pas du tout m'intéresser. Et je trouve que c'est devenu super important en fait, d'en parler et puis de le savoir. Hector. Evona. Fabien. Lycée des métiers Augustin Hébert, Évreux. En PFCA, froid et climatisation de l'air. On a fait une BD sur le thème de la déportation. On a pris des photos au camp, etc., qu'on pouvait trouver sur internet. On a pris des photos par exemple dans la classe. On a décalqué les deux, on essaie de les emmêler l'une dans l'autre en fait pour ça donne un style de choc des générations. Ah, il n'y a pas que du noir et blanc, mais c'est sur la partie du passé qui est en noir et blanc. Pour dire que c'était assez tragique et assez fort en émotion. Tout le monde a beaucoup plus de liberté qu'avant et c'est en bien. On peut faire ce qu'on veut de notre vie, afficher ce qu'on veut. Ouais, ça permet d'être nous-mêmes, sans même être jugé. Le système de triangles de plusieurs couleurs, ça a été inventé, si on veut, en 1937-38. Et les premières seront les triangles rouges, appliés directement à les ennemis politiques de la dictature, et seront suivis par les triangles rosas pour les homosexuels, les triangles bleus pour les Allemands, que même s'ils sont nés ici, ils ne sont pas allemands, also, les parents ne sont pas allemands, sont immigrants par exemple. Les triangles marrons pour les gitans. Les triangles noirs pour les antisociales, c'est une catégorie très variée de personnes de tout type. Le double triangle jaune est apparu, premièrement en forme d'un bandage blanche avec une étoile de David bleue pointée comme ça, et forcé à être porté par tous les membres de la communauté juive, premièrement dans les territoires occupés, après aussi en Allemagne, à partir de 1941. Et c'est cette même étoile jaune qu'on va retrouver en zone occupée en France à partir de juin 1942. Bonjour, je m'appelle Gabrielle. Bonjour, je m'appelle Léonie.
Nous venons du lycée Anguillet à Eux en Seine-Maritime. Et nous faisons la spécialité HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. Toute l'année, on a travaillé sur toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément sur la solution finale, sur les camps de concentration et d'extermination. On a aussi travaillé sur beaucoup de récits autobiographiques. On a notamment lu chacun un écrit philosophique sur la solution finale. Je pense que ça nous a permis d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'avec la philosophie, c'est toujours se questionner sur des choses qu'on voit quotidiennement, qu'on apprend quotidiennement. Ici, on est à la conférence de Wannsee, le lieu où s'est concrétisée la solution finale. Là, de se dire que le lieu est aussi magique pour quelque chose d'aussi horrible, ça fait assez bizarre. On prend conscience de ce côté plus ancré dans la réalité aussi. C'est un moment assez fort d'être ici et d'être dans un endroit où il s'est passé des choses aussi importantes. On savait que ça avait existé, mais on ne voyait pas vraiment l'ampleur, on ne prenait pas vraiment conscience. Et en fait, on se rend compte que ça fait partie de l'histoire de l'humanité entière, en fait, maintenant. Et c'est ça qui a changé, je pense. Heydrich, c'était le chef du Reichssicherheitshauptamtes, un des hommes les plus importants du régime nazi. Et c'est aussi celui qui a choisi les autres 14 qui se sont rendus le 20 janvier 1942 ici à Wannsee pour discuter de la solution finale. Cette gare qui date des années 1860, le quai 17, qui était donc justement le quai partaient les trains. Il y avait plus de 15 000 Berlinois qui étaient directement déportés à Auschwitz-Birkenau. Bonjour, je m'appelle Lucas. Et moi, Merwan. Nous sommes au lycée du Golfe à Dieppe. En logistique. Nous avons travaillé sur les camps d'extermination, sur le mode de transport que les Juifs ont pris pour aller au camp. Et nous avons aussi travaillé sur 3 personnages juifs, dont une femme qui s'appelle Elsa Fekete, Elisa Fekete et Elsa avec un Z Fekete, dit Favier, mais dit Favier, on ne sait pas si c'est son nom d'actrice. Vu que Paris était dans la zone occupée par les nazis, elle a décidé d'essayer de rejoindre la France libre. Elle s'est fait arrêter à Tours, juste près de son but, près de la zone libre. Elle est partie à Drancy 2 semaines. Après, ils l'ont emmenée dans un autre camp pas loin de Paris. Elle est restée 4 jours et directement, ils l'ont emmenée à Auschwitz, où elle est morte directement en arrivant, à l'âge de 58 ans. Je ne savais pas à quel point ça allait m'affecter tout ça, en fait. On n'avait pas toute cette vision-là. Et je pense que quand on va rentrer chez nous en France, on sera très content de l'avoir pu faire ce voyage et tout retracer comme ça. Partout dans ce quartier, on essaye d'expliquer un petit peu comment, dans la vie de tous les jours, les Juifs, dès 1933, ont perdu tous leurs droits. Je m'appelle Warren. Moi Tom. Et je m'appelle Brice. On est du lycée Maupassant Descartes. De Fécamp. Et on fait la spécialité géopolitique ainsi que la spécialité SES.
Cette année, on a principalement travaillé sur les déportés fécampois. On a fait tout un travail de recherche, d'archives, on a été voir pas mal de conférences, il y a aussi pas mal de conférenciers qui sont venus jusqu'au lycée. On a pu voir en début d'année Stéphanie Trouillard. C'est une journaliste du coup de France 24. Elle nous a montré un peu les méthodes de recherche qu'elle avait élaborées parce qu'elle a eu beaucoup de déportés dans sa famille justement. Et le but c'était de retracer l'histoire de toute sa famille. Il y a eu 3 déportés sur Fécamp, Bella Pochèze, Fernande Licht et Léon Licht. Léon Licht avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, Léon a été fusillé non loin de Paris. Et Fernande a été déportée dans le même convoi que Bella Pochèze, du coup en direction de Auschwitz où elle est décédée aussi. Le 7 mai 2022, nous avons déposé des pavés de mémoire dans Fécamp. Donc ces pavés de mémoire, c'est des pavés qui ont été conçus par Günther Lenning. Donc on a pu en voir d'ailleurs en Allemagne, en centre-ville. Donc c'est des pavés que l'on peut trouver sur le sol, on peut piétiner dessus, où on voit le nom, le lieu de déportation. 6 mois après sa déportation. Moi ce que je peux conserver c'est une citation de Ginette Kolinka, quand elle nous a dit qu'on était des passeurs de mémoire. Je pense qu'on a réalisé la mission en soi, on a réussi à réveiller des mémoires qui n'étaient pas forcément connues aux yeux de la ville de Fécamp. Grâce à nous, on va avoir un lieu mémoriel, il y a eu un lieu mémoriel qui s'est créé autour de nos recherches, des collégiens ainsi que des lycéens, donc avec une fusion de nos recherches. Et on continue d'ailleurs, parce que notre prof principal veut continuer pour 2024 une nouvelle pause de Stolperstein à Fécamp. Bonjour, je m'appelle Lina. Bonjour, je m'appelle Adèle. Et on est au lycée Mézeray, à Argentan en Normandie. On travaille sur 2 familles de déportés, donc les Veil et les Salomon. Ils viennent de Flers et on va devoir suivre leur parcours. Donc de leur arrestation à Flers jusqu'à leur déportation au camp d'Auschwitz. Dans la classe, on aime tous cette période de l'histoire, donc la Seconde Guerre mondiale. On a fait plusieurs visites donc aux archives départementales d'Alençon qui nous ont aidés également à avoir plus d'informations sur ces 2 familles-là. Ces 2 familles qui ont suivi le même convoi, donc on a été arrêtés le même jour et qui ont suivi le même convoi et qui ont vécu un petit peu la même fin de vie malheureuse et triste et surtout cruelle. On a eu une chance immense de pouvoir faire ça parce que je pense que ça arrive qu'une fois dans une vie et même des fois jamais. Et on a appris tellement de choses qu'on peut que être heureux et satisfait de tout ce qu'on a fait et reconnaissant.